Bien, merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais vous remercier très sincèrement, et votre association également, la Faculté de droit de Nantes, de m'avoir invité à animer cette conférence ce matin. Je disais que ça me sortait un peu du quotidien d'un président d'université qui, en période de rentrée universitaire, est parfois un peu monocolore dans la difficulté, évidemment, ou dans la complexité. Mais en tout cas de cause, je suis très heureux de venir ici. Je suis venu plusieurs fois à la faculté de droit de Nantes, dans cet amphithéâtre d'ailleurs, souvent pour des colloques ou pour des rencontres scientifiques. Et c'était toujours un plaisir d'y revenir et de croiser quelques figures connues que j'ai rarement l'occasion, malheureusement, de croiser. Je voudrais dire aussi que ce que vous venez de dire sur le fait de prendre un risque en se livrant à l'exercice de l'essai, ça c'est une vraie réalité. Ce qui est une vraie réalité aussi, c'est d'écrire un livre qui s'intitule Un monde sans droit et d'être amené assez régulièrement à le présenter devant des juristes. Et finalement, on a l'impression, c'est une forme de masochisme, je sais pas, j'étais devant 2000 avocats la semaine dernière pour la grande rentrée des avocats du Conseil national des barreaux. Et c'est vrai que là, je me suis dit, franchement, tu prends un grand risque à venir devant 2000 avocats leur expliquer que le monde est en train de devenir une valeur, finalement, une valeur qui perd justement de sa valeur. Et il y a ici un risque que j'accepte de prendre d'ailleurs, parce que je crois qu'il mérite d'être pris. En tout état de cause, ça me permet, ce que vous nous avez dit, me permet d'enchaîner immédiatement sur une question, la question de savoir pourquoi avoir écrit cet essai à ce moment-là et dans le contexte actuel. Je crois qu'il y a beaucoup de raisons qui justifient le fait d'avoir écrit cet ouvrage. D'abord parce que j'ai considéré que j'étais arrivé à un stade, on va dire, non pas de ma carrière professionnelle, mais de mon évolution professionnelle, qui me permettait de mettre sur le papier un certain nombre de réflexions qui me sont venues au fil des ans, tant sur l'enseignement du droit que sur le droit lui-même, que sur la place du droit dans la société. Vous l'avez rappelé, je m'intéresse particulièrement au droit public de l'économie et donc la place du droit dans la régulation de l'économie, la place du droit dans la régulation de l'action publique. Tout ça, évidemment, m'a inspiré un certain nombre de réflexions juridiques, doctrinales, sur lesquelles j'ai pu écrire, mais aussi un certain nombre de réflexions plus générales, peut-être plus politiques, au sens noble du terme, qu'il me paraissait utile et que j'ai éprouvé le besoin d'écrire il y a quelques mois. Deuxième motif, je crois que le contexte général, un contexte dans lequel le droit m'est apparu plus contesté que jamais, parfois même très délégitimé, comme je l'écris à plusieurs reprises dans l'essai, eh bien constituait un moment idéal pour peut-être se poser la question de savoir prendre la mesure de cette délégitimation, d'abord, et puis ensuite essayer d'évaluer plus exactement, d'en évaluer la portée, et puis d'essayer d'identifier un certain nombre de solutions, un certain nombre de moyens permettant sinon de relégitimer le droit, mais du moins d'en éviter la fragilisation excessive. Le troisième motif, qui est très lié cette fois à ce que nous faisons pour les professeurs de droit ou les maîtres de conférences dans nos universités, c'est la manière dont nous enseignons le droit et donc dans la manière dont nous diffusons le droit dans la société. Et évidemment, à partir de ce questionnement sur l'enseignement du droit dans les universités, c'est immédiatement posé la question de la place du droit dans la société, la place de l'enseignement du droit dans la société, et donc de la diffusion du droit dans la société. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons mis en place, en France, les moyens, les voies et moyens permettant une diffusion du droit dans la société. Et diffusion du droit dans la société, il ne s'agit pas simplement de se poser la question de savoir si le droit est bien diffusé dans la société simplement pour le plaisir de se la poser parce qu'on est nous-mêmes juristes, mais comme un médecin se poserait la question de savoir si les données médicales ou le savoir médical est bien diffusé dans la société, simplement parce qu'on est médecin. Non, la question c'est de savoir si les voies et moyens de diffusion du droit dans la société aujourd'hui
aujourd'hui sont suffisamment solides, suffisamment nombreux pour permettre une meilleure acceptabilité du droit ou acceptation du droit par la société à un moment où on s'aperçoit que cette société-là, évidemment, a tendance à rejeter ou du moins une perte de confiance dans le droit qui, évidemment, pose une difficulté. Alors voilà les motifs qui ont justifié de manière assez générale l'écriture de cet essai. Je dois dire que écrire un essai, je ne sais pas si dans la salle il y en a d'autres qui sont livrés à cet exercice, ceci d'assez confortable pour un universitaire, que c'est de pouvoir s'extraire un peu de toutes les contraintes habituelles. Hein, donc on écrit à la première personne, comme vous l'avez dit. On peut écrire un petit peu comme ça, vous savez, voilà, les phrases passent, on ne se pose pas la question de savoir si on respecte les canons de la doctrine. Il n'y a pas de note en bas de page, qui est très confortable également. Bref, toute une série de contraintes qui sont évacuées, mais il y en a une autre, en revanche, qui apparaît très vite, c'est que chasser le naturel, il revient au galop, et lorsque vous écrivez un essai, vous avez tendance à reprendre vos vieux réflexes d'universitaire et à réécrire à nouveau comme un universitaire, ce qui, dans un essai, n'est pas très satisfaisant. Donc il y a quand même un exercice un peu différent qui permet sans doute de se livrer un peu plus, de livrer plus facilement sa pensée, de la livrer de manière beaucoup plus fluide que dans des travaux doctrinaux ou universitaires, mais qui, évidemment, présente aussi ces contraintes, celle de devoir peut-être davantage se révéler, de révéler davantage, de révéler une pensée peut-être un peu plus profonde, et puis de rester quand même, sans adopter les canons du travail universitaire, de rester dans une présentation qui doit rester lisible, enfin j'espère en tout cas, lisible et suffisamment rigoureuse. Alors, je voudrais... l'objectif de la conférence de ce matin, c'est pas de vous livrer une synthèse, ni même un résumé de ce que j'ai pu écrire. D'abord, parce que c'est pas très long, donc finalement, il n'y a peut-être pas besoin de le résumer. Et puis, c'est un essai, hein, donc par définition, j'ai essayé quelque chose, je ne sais pas si j'ai réussi en tout cas. Donc, pas essayer de vous résumer ou de vous livrer quelques bribes de ce que j'ai pu écrire, mais d'essayer de résumer un peu les choses, de résumer deux lignes force, si vous voulez, de ce que j'ai mis dans cet essai. La première ligne force, c'est, vous voyez qu'on ne s'extrait pas facilement du plan en deux parties, mais bon, c'est une forme de confort aussi, hein, voilà, ça rassure. Le premier point, c'est une réflexion un petit peu autour de la délégitimation du droit, de la fragilisation du droit. Et si j'ai intitulé le livre « Un monde sans droit », avec un point d'interrogation, c'est justement parce que le fil conducteur, le fil rouge du livre, c'est de considérer que si l'on n'y prend pas garde, eh bien, à un moment donné, le droit, évidemment, ne disparaîtra pas, parce que le droit n'a pas vocation à disparaître, il régit les rapports sociaux, mais il sera tellement démonétisé, en définitive, qu'on aura du mal à le saisir. Et donc, c'est d'essayer d'identifier tous les facteurs de fragilisation du droit qui, aujourd'hui, font qu'on doit constater, en effet, qu'il y a une forme de délégitimation, fragilisation, voire parfois disparition de la force contraignante du droit. Et donc, c'est le premier point que je voudrais essayer de vous présenter. Le deuxième point, c'est les solutions, c'est-à-dire la lumière au bout du tunnel, quand même, à un moment donné. Est-ce qu'il y a des voies et moyens permettant de réhabiliter le droit, des moyens politiques, une forme de relégitimation du droit, ou des moyens plus opérationnels, et c'est là que se pose la question, je terminerai par là, la question de l'enseignement du droit, qui me paraît crucial, c'est pas le seul, évidemment, élément à prendre en considération, mais qui me paraît un des moyens importants de relégitimer la règle de droit dans nos sociétés qui en ont bien besoin. Alors, la fragilisation du droit. Un monde sans droit, c'est un monde dans lequel le droit devient si fragile qu'il faut peu de choses pour qu'il disparaisse. Alors, il ne disparaît pas dans son entièreté, mais il disparaît par petits morceaux, ici ou là. On sait que le droit, il a vocation, de manière presque primitive, à régler, à régir la vie en société, ou à régir certains domaines particuliers
des relations sociales, les relations de travail, les flux migratoires, les relations entre l'administration et le public, les relations commerciales. Et donc, ce droit, il permet, de manière générale, le vivre ensemble, si on peut dire. Permet le vivre ensemble, de manière générale, lorsqu'il s'agit de régler la vie sociale dans son ensemble, et c'est le rôle qui est joué à titre principal par le droit pénal, ou de manière particulière lorsqu'il s'agit d'organiser certaines activités, pas scientifiques, mais certaines activités spécifiques. Sans le droit, droit qui règle donc de manière générale ou particulière les relations sociales, sans le droit, la société est anarchique, et c'est à partir de ce moment-là la loi du plus fort qui s'applique. Ça, c'est l'objectif qui est visé par le droit. Éviter que ce soit systématiquement la loi du plus fort qui s'applique, qu'il y ait un corps de règles qui règle les choses. Alors, le droit est fragilisé, et il est fragilisé, je crois, et c'est ce rôle du droit, cette fonction primitive du droit, qui, je crois, est fragilisée aujourd'hui. Et cette fonction primitive du droit, elle est fragilisée, je crois, en raison de deux séries de facteurs, des facteurs que l'on peut qualifier d'exogènes, parce qu'ils sont extérieurs au droit lui-même, ils sont extérieurs au droit lui-même, et puis des facteurs plus endogènes, qui sont liés à la norme elle-même, à la production de la norme, à la manière dont elle est appliquée. Et c'est le cumul de ces deux séries de facteurs, auxquels viennent s'en ajouter d'autres. J'en décris d'ailleurs quelques autres dans le livre, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais c'est la conjonction de ces deux séries de facteurs, ces facteurs exogènes et ces facteurs endogènes, qui, à mon sens, provoquent cette fragilisation de la fonction régulatrice du droit, de la fonction du droit consistant à réguler les rapports sociaux, à éviter que la société ne devienne anarchique. Alors, sur les facteurs exogènes, j'insiste beaucoup dans le livre. Pour ceux qui ont eu le courage de le lire, ils l'ont sans doute noté. J'insiste beaucoup sur le livre, sur les crises. Les différentes crises, qu'il s'agisse de crises nationales, j'ai parlé de la crise des Gilets jaunes, par exemple, qui m'a paru assez emblématique d'une fragilisation extrême de la règle de droit. J'ai évoqué des crises internationales, un certain nombre de crises internationales, la crise sanitaire, évidemment, ce qu'on appelle l'inaction climatique. Bref, toute une série de crises qui, d'une manière différente, à chaque fois, ont révélé une fragilisation du droit. Fragilisation du droit, pourquoi ? Parce que toutes ces crises, quelles qu'elles soient, et je le répète, la guerre en Ukraine, la crise sanitaire, on pourrait revenir sur la réforme des retraites, la crise des Gilets jaunes, toutes ces crises révèlent que le droit est un objet de contestation, peut devenir un objet de contestation. Elle manifeste, ces crises, une contestation de la norme établie. Une contestation de la norme établie, alors même que on est un pays, la France, dans lequel la norme, le droit en tout cas, est extrêmement présent. C'est-à-dire qu'on est un pays de culture juridique. On est une culture juridique, la culture juridique y est très forte, notamment parce que, au fil de l'histoire, on a su, en France, structurer les corpus juridiques, les rendre cohérents, les rendre plus efficients, du droit de l'Ancien Régime, je n'insiste pas, la codification napoléonienne, la Déclaration des droits de l'homme citoyen de 1789, tout ça, ça révèle la culture juridique très forte de la France et le fait qu'il y a une acceptabilité et une acceptation très forte de la norme historiquement, en tout cas. Or, toutes ces crises ont révélé une forte contestation de la norme sous une forme ou sous une autre. La crise des Gilets jaunes, ça a été la contestation de l'ordre public, des conditions dans lesquelles l'ordre doit être maintenu, auquel on a opposé la liberté de manifester. Je ne reviens pas sur la crise sanitaire.
devant laquelle se sont opposés presque de manière presque systématique des droits, et des droits parfois inconciliables ou des droits contradictoires, le droit de me protéger contre la liberté d'aller et de venir, le droit de ne pas me faire vacciner, alors que l'intérêt collectif justifie une vaccination collective. Donc cette opposition permanente de droit, de manière parfois contradictoire, a évidemment révélé une forme de fragilisation du droit, parce que, à force d'opposer des droits les uns contre les autres, eh bien, il y a une fragilisation mutuelle qui apparaît. J'ajoute d'ailleurs que ces crises, elles sont très révélatrices également, et elles remettent à jour d'ailleurs la dialectique des droits et des devoirs. J'aime beaucoup la dialectique des droits et des devoirs. Pourquoi ? Parce que, alors c'est une dialectique qui est assez classique dans la théorie des droits de l'homme en France, même si, vous vous rappeliez tout à l'heure que j'avais fait ma thèse, ça ne me rajeunit pas, sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, à une époque, en 1995, à une époque où cette dialectique des droits et des devoirs était quasiment absente de la doctrine droits de l'homiste, comme on dit. Ce n'est qu'à la fin des années 90 qu'il y a eu quelques articles sur cette dialectique des droits et des devoirs, et d'ailleurs qui est tombé assez à plat, puisqu'il n'y a pas eu ensuite, il n'y a pas eu de mouvement doctrinal très fort sur cette montée en puissance des devoirs. Or, cette dialectique des droits et des devoirs, je crois qu'elle est au cœur des crises que je décrivais tout à l'heure. Je vous ai dit qu'on avait opposé des droits les uns contre les autres, le droit de manifester contre le droit de l'État de maintenir l'ordre, le droit de me déplacer, d'aller et de venir contre la nécessité de maintenir un ordre public sanitaire, l'obligation de se vacciner contre le droit de ne pas se faire vacciner. Tout ça révèle quoi, en définitive ? Le fait qu'on promeut beaucoup des droits individuels, mais qu'en définitive, les devoirs collectifs sont placés très souvent au second plan. Et ça, c'est une caractéristique assez nette de l'époque actuelle, si je puis dire, c'est-à-dire cette promotion des droits qui de plus en plus sont des droits individuels. Alors, c'est pas récent, après tout, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 a promu un individualisme des droits individuels, mais dans le cadre d'un universalisme qui était évidemment beaucoup plus collectif, si on peut dire. Là, on a une promotion de droits individuels qui s'oppose naturellement à l'idée de devoir collectif. Et on oublie un peu les devoirs collectifs. C'est très net sur la liberté de manifester, par exemple, la liberté de manifester, ou parfois, selon les cas, on va dire on m'a empêché de manifester, l'État m'a empêché de manifester, et les mêmes personnes vont 15 jours plus tard dire l'État n'a rien fait pour que je puisse manifester puisque j'ai été empêché de manifester par des contre-manifestants. Et ça, l'actualité voit fleurir ce type de propos pas tous les mois, mais régulièrement. C'est-à-dire les mêmes responsables politiques qui, une semaine, se plaignent que l'État les a empêchés de manifester par un maintien de l'ordre public trop contraignant, et qui, la semaine suivante, viennent se plaindre que l'État n'a rien fait pour leur permettre de manifester parce qu'il y avait des contre-manifestants qui les empêchaient de manifester. Donc, on a là une contradiction, si vous voulez, dans les droits. On a là une promotion des droits individuels qui dépassent très largement la conscience d'avoir aussi des devoirs collectifs. Or, je considère que les droits individuels ne sont rien, en définitive, s'ils ne s'insèrent pas dans un environnement juridique qui protège aussi et qui promeut aussi un certain nombre de devoirs collectifs. J'ajoute d'ailleurs que cette promotion des droits individuels confine à une forme de consumérisme juridique. À une forme de consumérisme juridique dans lequel on requiert en permanence de l'État de nouveaux droits. On requiert en permanence de l'État de nouveaux droits. Tout est prétexte à revendiquer des droits. Et revendiquer des droits dans ce que, effectivement, j'ai appelé une revendication, une forme de consumérisme juridique, parce que cette revendication des droits
il faut le dire, c'est plutôt une bonne chose, finalement, une société démocratique qui arrive à faire émerger de nouveaux droits, parfois même à les consacrer juridiquement. C'est une société dans laquelle le droit est vivant, hein, pour reprendre une expression bien connue, dans laquelle le droit est vivant, dans laquelle les droits sont vivants, bougent, évoluent, sont dynamiques, en quelque sorte, et donc tout cela est plutôt positif. La seule chose, c'est que cette revendication de nouveaux droits et libertés, qui n'a jamais été aussi forte, cette revendication de droits et libertés, eh bien, elle a tendance à diminuer, en quelque sorte, la force des devoirs collectifs, ou plus exactement, de la conscience d'avoir aussi un certain nombre de devoirs collectifs. Or, le respect des droits individuels ne peut être pleinement assuré que si, par ailleurs, chacun a pleinement conscience de ses devoirs, notamment de ses devoirs à l'égard de la collectivité. Revendiquer des droits sans accepter la contrainte collective n'est pas tenable dans une société démocratique et surtout n'assure pas la pérennité d'une société apaisée. Cette approche consumériste du droit, elle porte en germe une extrême fragilisation de la norme, évidemment, par ricochet, une dégradation des relations sociales. La revendication de l'intervention de l'État est inévitablement productrice de normes, d'injonctions, de règles. Or, si dans le même temps, vous revendiquez des droits et que vous rejetez l'idée de contrainte, évidemment, il y a un petit problème qui génère notamment une montée des individualismes. J'ajoute d'ailleurs que cette revendication des droits, cette revendication de droits, elle se situe à peu près à tous les niveaux, hein. C'est pas seulement la revendication de droits individuels, bien évidemment, même si c'est ce qui est le plus visible, mais on retrouve ce phénomène-là, dont je vais reparler tout de suite, ce phénomène-là dans la revendication de la consécration juridique d'un certain nombre de droits. Alors ça, c'est le phénomène qui consiste à vouloir, et c'est pas le moindre des paradoxes, à vouloir tout mettre dans une norme, à vouloir tout normer, si vous me passez cette expression, et en particulier, mais pas seulement, évidemment, à vouloir tout constitutionnaliser. Bien. Alors, ça me permet une transition avec la deuxième série de facteurs de fragilisation du droit, qui sont les facteurs endogènes. Et parmi les facteurs endogènes qui fragilisent le droit, au-delà des crises, au-delà de cette consumérisation du droit, il y a un certain nombre de facteurs qui sont liés au droit lui-même. Et cette idée de vouloir tout normer, de vouloir tout consacrer dans la norme, y compris ce qui ne mérite pas de l'être, d'ailleurs, ça provoque un phénomène qui est bien connu, qui n'est pas récent pour le coup, qui est le phénomène de l'inflation législative. Alors, l'inflation législative, évidemment, c'est un phénomène dont on pourrait se dire, il est en train de nous expliquer, et il a passé plusieurs pages à nous expliquer qu'il y a un monde sans droit, et maintenant il va nous expliquer qu'il y a inflation législative. C'est un peu contradictoire. Pas si contradictoire que ça, parce que, évidemment, ce droit qui enfle, ce droit qui gonfle en permanence, c'est un droit qui perd de sa substance. C'est un droit qui perd de sa force contraignante. À la grande rentrée des avocats la semaine dernière, puisqu'il y avait des thèmes qui étaient sur l'inflation législative, il y a le président de la commission des lois du Sénat, alors le Sénat fait toute une étude sur le volume du code de commerce, sur le nombre d'articles du code civil, sur la longueur de telle loi, un texte qui arrive avec 18 articles en première lecture et qui, au moment où il est promulgué, a 64 articles, pour vous donner un peu un ordre d'idée. Les chiffres qu'il a cités étaient absolument effarants. Alors ça, c'est un phénomène qui est connu. On a voulu écrire, on a mis dans les textes de loi toute une série de mots, de phrases, qui n'ont pas du tout vocation normative,
Et là où on arrivait à faire des lois parfaitement applicables en quelques articles, aujourd'hui, il y a déjà les 3 premiers articles de la loi, généralement, qui sont absolument inutiles, mais dans lesquels on a mis toute une série de formules un peu creuses pour essayer d'amadouer telle ou telle catégorie de destinataires de la loi. J'ai souvenir de la loi d'orientation sur la ville, qui s'appelait déjà la LOV, déjà, on avait quand même été tout à fait en 1992, la loi d'orientation sur la ville, l'article 1er, c'était « Chacun a droit à la ville ». Ça n'a strictement aucun sens. Mais on a quand même pris le temps d'écrire dans cette LOV que chacun avait droit à la ville, ce qui ne veut pas dire grand-chose, ce qui même ne veut rien dire. Et encore là, c'était « Chacun a droit à la ville », vous voyez, c'était quelques mots, ça ne prenait pas beaucoup de place dans une loi. Aujourd'hui, vous voyez, à tel point, tout cela a prospéré. Alors, ça vaut évidemment pour les textes de loi, ça vaut également, et là c'est un peu plus inquiétant, je trouve en tout cas, ça vaut également, et c'est un peu plus inquiétant, pour la Constitution. Et on a aujourd'hui un phénomène assez classique, parce que là encore, il est, je trouve, pas récent, mais il a tendance à s'emballer un peu. Un phénomène qui consiste à vouloir constitutionnaliser en permanence toutes les crises. C'est-à-dire, alors ce que j'ai appelé dans le livre la surréaction, j'ai appelé ça apprendre de la crise sans la subir, les risques de la surréaction. En réalité, on surréagit. Alors, je l'ai dit, on attend beaucoup du droit. Il y a une revendication très forte. Le droit est censé apporter une réponse à tous les maux de la société. Mais on a aussi cette surréaction qui consiste à surréagir à toutes les crises et à essayer de trouver dans le droit des réponses à ces crises. Alors, on a des exemples en matière législative, et là je pourrais en trouver des quantités. Je ne parle pas de l'exemple typique, mais qui concerne les lois immigration. Vous avez une loi immigration à peu près tout régulièrement parce qu'il y a des crises migratoires, et à chaque fois qu'il y a une crise migratoire, on se dit notre dispositif juridique est inadapté, donc on va adopter une nouvelle loi immigration, ce qui va être le cas, adopté, pas sûr, mais en tout cas, on a un projet de loi immigration qui va entrer en discussion. Ça, c'est vrai. On a des exemples aussi en matière d'ordre public. Le nombre de textes liés à l'ordre public, et pas seulement à l'ordre public sanitaire, qui ont été adoptés ces derniers mois est considérable, ces dernières années. Bref, on a toute une série de textes qui sont adoptés comme ça, de textes, généralement des textes société, qui sont adoptés pour réagir ou surréagir à une crise, quelle qu'elle soit. Mais le problème, c'est lorsque ça touche la Constitution. Et là, on a un sujet majeur qui est, je crois, la force de la Constitution, ou du moins la place de la Constitution dans notre système juridique, avec, en filigrane, évidemment, le risque d'une banalisation de la Constitution dans notre ordre juridique. Banalisation de la Constitution dans notre ordre juridique, pour quelle raison ? Bien parce que, là encore, et on l'a vu, je vais vous revenir sur l'exemple que je cite dans le livre, on l'a vu également, on le voit régulièrement des demandes de constitutionnaliser de tel ou tel droit pour faire en sorte qu'il soit mieux protégé, qu'il ne l'est, alors qu'il l'est généralement assez bien. Ce qui en dit long d'ailleurs aussi sur la force que l'on accorde à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, avec une interrogation aussi par ricochet sur la composition du Conseil constitutionnel, le mode de nomination des membres du Conseil constitutionnel, qui ne contribuent pas, là encore, à la consolidation du droit, mais contribuent à l'inverse, je pense, à la fragilisation du droit, pour différentes raisons. Mais en tout état de cause, on considère que mettre dans la Constitution, écrire dans la Constitution tel ou tel droit, protège mieux le droit que laisser le Conseil constitutionnel, dans sa force créatrice, parce qu'il est lui-même, il a quand même une autorité, il pourrait avoir une autorité juridique que malheureusement il n'a plus ou qu'il n'a pas, eh bien on va éprouver le besoin d'écrire dans la Constitution. Alors,
lorsqu'il faut modifier la Constitution pour des motifs institutionnels, constitutionnels. C'est le cas, on l'a vu en début de semaine, la semaine dernière plus exactement, sur la Corse, où il y a un certain nombre de propositions qui sont faites qui impliquent évidemment une modification de la Constitution. On peut être pour, on peut être contre, mais force est de constater que si on veut faire ce que le président a annoncé qu'il voulait faire, il faut modifier la Constitution. Très bien. Même chose pour des questions de construction. C'était le cas pour la construction de l'Union européenne, de l'Union monétaire, etc., etc. Mais en revanche, lorsqu'il s'agit, et je conçois qu'on puisse avoir un débat sur cette question. Mais en tout cas, moi, j'ai dit les choses telles que je les pensais dans mon livre. Lorsque la Cour suprême des États-Unis rend sa décision sur l'avortement et considère que les États, désormais, sont libres, on remet en cause la protection fédérale de l'avortement aux États-Unis, et donc la Cour laisse les États libres de légiférer sur le sujet, ce qui, inévitablement, a provoqué ce qui devait arriver, puisque c'était d'ailleurs l'effet recherché par la Cour suprême, du moins la majorité de la Cour suprême. Lorsque, face à cette décision de la Cour suprême, on en vient à dire en France, il faut constitutionnaliser le droit à l'avortement. Mais il y a une réaction, si vous voulez, ce que j'appelle la surréaction. Il y a une surréaction à une décision d'une Cour suprême étrangère qui n'a pas vocation, sauf si j'ai pas trop compris comment s'appelait la compétence rationnelle Loki, mais en tout cas qui n'a pas vocation à s'appliquer en France. Il y a une réaction, à mon sens excessive, du législateur, des gouvernements, enfin, de tous ceux qui se sont prononcés en faveur de cette constitutionnalisation, du droit à l'avortement, qui est protégé en France par la loi, qui serait probablement protégé aussi par le Conseil constitutionnel si il venait à y être porté atteinte. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est justement ce dont on n'est pas sûr. Et donc, deux précautions valent mieux qu'une, vaut mieux constitutionnaliser les choses, mais en tout cas, dans notre ordre juridique, tel qu'il est aujourd'hui, est-ce qu'il est nécessaire, en réaction à une décision d'une Cour suprême étrangère, de constitutionnaliser le droit à l'avortement dans la Constitution? La question mérite d'être posée, elle mérite d'autant plus d'être posée que, compte tenu du fait qu'il faut l'accord entre les deux assemblées, on a abouti finalement à un texte qui est bancal et qu'on n'a rien constitutionnalisé du tout, et que finalement on va peut-être, ça ne se fera sans doute pas, modifier la Constitution, mais de manière totalement insatisfaisante, à la fois pour ceux qui prônent la constitutionnalisation du droit à l'avortement et pour ceux qui y sont opposés. Donc voilà un exemple, me semble-t-il, de cette tendance à surréagir, de cette tendance à provoquer de l'inflation normative, là où on pourrait l'éviter, en tout cas, on pourrait l'éviter. On sait, je suis pas complètement naïf non plus, et encore une fois, en droit public économique, c'est un des exemples dans lequel on s'aperçoit que les relations entre les pouvoirs, entre les entités publiques, les opérateurs économiques sont des relations de plus en plus complexes, que les relations économiques sont elles-mêmes de plus en plus complexes, que les échanges internationaux rendent tout ça de plus en plus complexe, que la construction européenne rend aussi toutes ces relations très complexes. Donc évidemment qu'il y a plus de textes et des textes de plus en plus complexes. Ça, c'est une évidence. Parce que les rapports sociaux, je l'ai dit au début de mon exposé, le droit est là pour régir les rapports sociaux, pour éviter que ce soit la loi du plus fort qui s'applique, et quand les relations sociales, et relations sociales au sens large, deviennent de plus en plus complexes, évidemment, les textes, les règles qui sont censés régir ces relations deviennent eux-mêmes de plus en plus complexes. Donc, il y a une logique à ce qu'il y ait plus de normes, plus de règles, et des règles qui parfois sont de plus en plus complexes. Lorsque on cherche aujourd'hui à réguler, ou du moins à réglementer la fiscalité de ce qu'on appelle les GAFAM, c'est pas simple de régler et de réglementer la fiscalité des GAFAM. Lorsque l'on cherche à réguler l'Internet, c'est très compliqué. Les réseaux sociaux. Regardez ce qui se passe sur le harcèlement scolaire. On dit on va confisquer le téléphone portable des gamins de 14 ans. On peut toujours adopter une règle, hein. Moi je vois pas du tout d'inconvénient. Mais ça me paraît, là encore, extrêmement complexe de toucher la cible, d'atteindre la cible. Donc, oui, il y a plus de règles,
il y a plus de normes, des normes qui sont parfois de plus en plus compliquées à écrire, de plus en plus complexes. Il y a aussi l'application extraterritoriale d'un certain nombre de lois, les lois américaines en particulier, hein, parce que les États-Unis sont les spécialistes de l'application extraterritoriale de leurs textes, c'est-à-dire qu'ils adoptent des textes et ils disent non seulement ça s'appliquera aux États-Unis, mais ça s'appliquera dans toute une série de pays du monde, hein, et ceux qui ne le respectent pas, eh bien, seront sanctionnés aux États-Unis. L'exemple typique, hein, c'est FATCA sur la fiscalité des Américains malgré eux, hein, vous savez, ces Américains ces Français qui ont des passeports américains, français ou autres nationalités d'ailleurs, qui ont des passeports américains parce qu'ils sont nés aux États-Unis, tout simplement, et qui sont poursuivis par le fisc américain alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds aux États-Unis. Bien. Mais qui ont des difficultés à ouvrir des comptes dans les banques en France, en Allemagne, en Pologne, etc. etc. Bien. Donc, cette application territoriale de la loi, elle complexifie aussi les choses. Mais néanmoins, si on met à part cette complexité croissante des rapports sociaux et donc cette complexité croissante de la norme, qui provoque une excroissance de la norme, il y a aussi indiscutablement des carences, des défauts inhérents à notre système de production normative, à la surréaction des gouvernements et du législateur à un certain nombre de crises, à cette volonté de tout vouloir consacrer dans la norme, et en particulier dans la Constitution. J'ai parlé de l'avortement, mais j'ai entendu, et on va jeter des pierres au champ universitaire, après tout, nous sommes aussi fautifs. J'ai entendu le président de France Université, dans une interview en fin de semaine dernière, demander devant la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, devant laquelle il était auditionné, je l'ai entendu dire, le moment est venu de constitutionnaliser les libertés académiques. Voilà, nouvelle constitutionnalisation. Cette idée selon laquelle on va tout régler en constitutionnalisant les choses. Constitutionnaliser les libertés académiques, ça veut dire quoi? D'abord, qu'est-ce que c'est? Que sont les libertés académiques? Je ne suis pas le plus spécialiste, j'imagine qu'il y a eu des travaux universitaires d'envergure et approfondis sur cette question, mais ça veut dire quoi? Constitutionnaliser les libertés académiques, et surtout, ça aurait quel intérêt pratique, sinon aboutir à une nouvelle modification de la Constitution. Donc, vous voyez, sur cette inflation législative, c'est pas simplement l'idée selon laquelle il faut moins de textes, les textes sont moins complets. C'est l'idée quand même qu'il y a une dérive de la manière dont on utilise la norme, une forme d'instrumentalisation de la norme. Il y a une consumérisme juridique auquel va répondre aussi une forme d'instrumentalisation de la norme, et ça, c'est tout à fait prégnant dans le débat actuel. J'ajoute d'ailleurs, petite parenthèse, que non seulement il y a une inflation normative, c'est-à-dire des textes qui disent des choses, mais qui n'ont pas forcément de force contraignante. Je vous ai dit, chacun a droit à la ville, allez revendiquer votre droit à la ville devant un juge, et ça va amuser la galerie pendant quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Mais de surcroît, je crois on est dans un système d'injonction, ça me paraît tout à fait important, un système d'injonction. Alors certains disent de droit mou, alors il y a le droit mou, mais le droit mou qui est obligatoire, donc c'est un peu compliqué. Mais au-delà de cette question du droit mou, que je ne vais pas aborder parce que ça nous mènerait un peu loin, mais en tout cas, c'est un système d'injonction publique qui fait que le citoyen lambda, comme on dit, qui n'est pas juriste, parfois il est un peu perdu entre ce qui relève de la norme, qu'il doit respecter, impérativement, sous peine d'être sanctionné parfois, et puis ce qui relève de l'injonction publique, mais dont injonction publique qui est assénée avec tellement de force, et puis des moyens de communication tellement efficaces, qu'on a l'impression que c'est la norme. Alors, je donne souvent cet exemple-là, c'est un exemple très, très, très concret, c'est vraiment voir les choses par le petit bout de la lorgnette, mais c'est l'avantage de l'essai, vous voyez, on peut se permettre ce genre de choses, c'est-à-dire voir les choses par le petit bout de la lorgnette. Je donne souvent cet exemple de ce qui s'est passé l'hiver dernier, au début de l'hiver dernier, on va voir, ça va recommencer cette année, où le gouvernement nous a asséné pendant des jours et des jours qu'il fallait mettre le chauffage à 18 ou à 19, 17, 16, ça descendait, c'était une surenchère dans la température, mais on nous assénait ça de manière tellement, on va dire, affirmée, tellement régulière,
que certains se sont dit à un moment donné, c'est la norme, à tel point qu'à l'université, certains dans les services, on me disait non, on ne peut pas monter la température au-delà de 18 parce que c'est interdit. J'ai dit, c'est interdit par quoi? Il y a une norme, peut-être une circulaire, mais bon, encore que, même pas. Il n'y a même pas de circulaire. Donc vous voyez à quel point ce qui est une injonction peut être ressenti comme une norme. Le problème, c'est que dans le même temps, on va dire, on interdit aux citoyens de rouler à plus de 50 km/h ou à plus de 30 km/h en ville, par exemple 30 km/h en ville. Parce que 90 ou 80 km/h sur les routes départementales ou nationales, ça, tout le monde l'a intégré. Le 50 km/h en ville, oui. Par contre, le 30 km/h en ville, alors ça, c'est un peu nouveau. Tout le 30 km/h, c'est pas rapide. Hein, voilà, bon. Et donc, certains se disent, mais oui, alors 30 km/h en ville, c'est conseillé. On me conseille de rouler à 30 km/h en ville, comme on me conseille de mettre mon chauffage à 18. Et donc, il y a une espèce de flou artistique qui se produit entre ce qui relève de l'injonction publique, perçue comme étant une obligation, de ce qui relève de la norme, qui, compte tenu de cette injonction publique, eh bien, voit sa force contraignante affaiblie. Et ça, on pourrait trouver de multiples exemples, en cherchant bien, de multiples exemples de cette confusion qui s'opère entre ce qui relève de la norme et ce qui relève de l'injonction publique. Et inutile de vous dire que dans un contexte d'inflation législative, évidemment, dans un contexte d'inflation législative, eh bien, ce flou de la frontière entre ce qui relève de la norme et de l'injonction prend évidemment un écho particulier. Et puis, il y a évidemment un autre phénomène, et je vais accélérer parce que je vois que le temps passe, un autre phénomène qui est évidemment la perte de confiance dans la justice. Dont il ne faut pas, au début quand j'avais décidé, lorsque je suis arrivé à peu près à me poser à ce point-là de la rédaction, dans l'ouvrage, je me suis dit, faire un chapitre ou un paragraphe sur la crise de confiance dans la justice, c'est un peu bateau, finalement, est-ce que c'est vraiment utile? On a déjà beaucoup écrit sur le sujet, il y avait eu les états généraux de la justice, bon bref. Et puis finalement, en relisant justement les comptes rendus des états généraux de la justice, en relisant les sondages qui sont sur ce point particulièrement critiques, j'avais tout à l'heure les chiffres sous les yeux, mais en tout cas, on a une crise majeure de confiance dans la justice, notamment le Savipop, qui a fait des sondages sur le sujet. La crise de la justice, elle participe clairement à ce processus de fragilisation du droit. Comment avoir confiance dans la norme, dans le droit, si l'on n'a plus confiance dans ceux qui sont chargés de l'appliquer? Et donc, il y a une auto-fragilisation de la justice et du droit. L'un entretient l'autre. Le droit n'est plus perçu, je l'ai écrit comme ça, le droit n'est plus perçu comme une valeur refuge. La crise de confiance de la justice, qui a été révélée, je crois, dans des proportions qui étaient inattendues. Tous ceux qui ont organisé, participé, surtout d'ailleurs ceux qui les ont organisés, les états généraux de la justice, ne s'attendaient pas à une situation aussi dégradée, à ce que les retours d'expérience révèlent une situation aussi dégradée. On n'est pas dans une méfiance à l'égard de la justice. À ce niveau-là, on est dans une réelle défiance à l'égard de la justice et donc à l'égard du droit. Le manque de moyens, la lenteur, l'inadaptation des procédures, le sentiment d'impunité, évidemment, en matière de délinquance. Les motifs de perte de confiance sont extrêmement nombreux, mais ils ont un dénominateur commun, indiscutablement, c'est qu'ils entretiennent une forme de défiance à l'égard du droit, et donc ils entretiennent par ricochet le processus de délégitimation de la norme. La justice est inefficace, la justice est trop répressive, la justice est trop insuffisamment répressive, trop attentatoire aux libertés. Dans les deux cas, dans tous les cas, il y a un sentiment d'impuissance de la justice et donc d'inutilité ou de fragilisation du droit. C'est évidemment encore plus le cas lorsque la justice est critiquée par des personnalités politiques,
lorsque la justice est délégitimée par un certain nombre de partis politiques qui se font qui ont pour fond de commerce cette critique de la justice et parfois même de délégitimation de la norme, ce qui, évidemment, entretient le populisme, ou du moins la délégitimation. Alors, c'est un sujet dont on pourrait parler aussi, mais j'ai pas le temps et donc je vais pas y insister, mais le processus de délégitimation de la norme par les partis extrémistes, par exemple, avec la substitution d'un autre système juridique au système juridique légitime, est un phénomène tout à fait intéressant que j'ai essayé de décrire, mais qui mériterait, je crois, une analyse encore plus approfondie. Donc voilà le constat que je fais de cette fragilisation du droit, des multiples facteurs qui sont ceux de cette fragilisation. Alors, est-ce qu'il y a une lumière au bout du tunnel ? Et donc, je vais essayer de terminer par là, parce que j'ai été très long sur la fragilisation. Vous allez me dire, il va réserver 5 minutes. 5 minutes pour les solutions, c'est un peu facile, mais bon, voilà, on prend le temps qu'il faut. Est-ce qu'il y a des solutions, des moyens permettant de réhabiliter le droit ? Il y a des moyens qui sont en écho à ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire une forme de relégitimation de la norme. Il faut relégitimer la norme, refaire de la norme, refaire du droit à un langage commun, c'est vous savez, un peu plus tard, mais en tout cas, refaire de la norme ce pourquoi elle existe, c'est-à-dire un instrument de régulation des rapports sociaux général, de régulation générale ou régulation spécifique des rapports sociaux. Ça, c'est la vocation première de la norme. Il faut replacer la norme en situation de régler les rapports sociaux et de régler à nouveau les rapports sociaux de manière efficace, en étant moins bavarde. Une loi moins bavarde, c'est une loi qui est généralement plus efficace. En maintenant un équilibre subtil, peut-être plus rationnel qu'aujourd'hui, entre les droits individuels et les devoirs collectifs. En essayant de refaire de la Constitution la norme suprême, au sens propre du terme. Ce qui passe sans doute, je le répète, je n'ai pas insisté non plus, mais réhabiliter le droit, c'est aussi remettre du droit là où devrait y en avoir, notamment au Conseil constitutionnel. Je n'ai pas une fixation sur le Conseil constitutionnel, mais j'ai souvent critiqué, c'est depuis très longtemps, je crois même que dans mon mémoire de DEA, déjà, je prenais le risque de critiquer la composition du Conseil constitutionnel parce que, eh bien, le mode de nomination des membres du Conseil constitutionnel aboutit inévitablement à ce que le droit ne soit plus une priorité, ne soit plus l'alpha et l'oméga de ce qui est pourtant une juridiction qui, sans être une juridiction suprême, n'en reste pas moins une juridiction constitutionnelle. Et aujourd'hui, au Conseil constitutionnel, sur les 9 membres, il n'y a pas vraiment de juristes. Au Conseil constitutionnel, on peut se le dire entre nous, il n'y a pas vraiment de vrais juristes. Des juristes un peu, bon voilà, mais on va dire des juristes qui sont venus au droit sur le tard. Donc, il n'y a pas vraiment de juristes. On n'exige pas, en France, on est un des rares pays européens à ne pas exiger, dans nos cours constitutionnels, une compétence, une haute compétence, comme on dit souvent dans les constitutions, dans les lois organiques étrangères, une haute compétence dans le domaine juridique. Donc, il y a cette relégitimation de la norme qui passe par toute une série de dispositifs, de remise en selle de la norme, pour dire les choses simplement. Et puis, il y a l'idée générale que j'ai exprimée, qui est de refaire du droit un langage commun. Refaire du droit un langage commun, ce qui pose évidemment la question de l'enseignement du droit, et j'ai trouvé qu'il était aussi intéressant. Ici, alors juste avant d'en venir à l'enseignement, juste un point que j'ai oublié, il y a la question aussi du processus de production de la norme, repenser le processus de production de la norme. Est-ce qu'il faut davantage y associer les citoyens ? C'est une question qui est posée, que je pose dans le livre, notamment est-ce qu'il faut avoir recours davantage au référendum ? Est-ce qu'il faut refaire du référendum un instrument plus ordinaire de production de la norme ? Alors, ceux qui ont lu le livre, s'apercevront assez aisément que c'est pas l'idée que je défends avec le plus d'ardeur. Je suis pas sûr que ce soit
la solution, et je suis pas sûr que ce soit la solution dans le contexte actuel. Pourquoi? Parce que le référendum, c'est très binaire. C'est oui ou c'est non. Or, est-ce que notre société aujourd'hui a besoin de solutions binaires? Je n'en suis pas persuadé. C'est-à-dire que dans une société qui, comme je l'ai décrite, est assez heurtée, dans laquelle il y a une revendication de droits très forte, de droits individuels en particulier, je suis pas sûr que le référendum auquel on répond par oui ou par non soit la meilleure des solutions pour apaiser les relations sociales. C'est la raison pour laquelle je suis assez réservé sur la formule du référendum, ou du moins sur sa généralisation, alors c'est une idée qui n'est pas partagée. D'ailleurs, les réactions parfois de désaccord que j'ai eues sur mon livre l'ont été très souvent sur la question du référendum, notamment par des membres du Conseil constitutionnel d'ailleurs, qui sont très attachés, alors pas seulement ce membre ou ces membres du Conseil constitutionnel, mais d'autres sont extrêmement attachés justement à l'idée que le référendum est une des solutions pour répondre à la crise que rencontre, ou aux crises que rencontre actuellement la société. J'en suis pas tout à fait persuadé. Enfin bref, c'est une question qui mérite d'être posée. Le processus de production de la norme, c'est aussi sans doute une des réponses à la réhabilitation du droit ou à la relégitimation du droit. Et puis, dernier point, c'est l'enseignement. Je le disais, l'enseignement du droit. Alors évidemment, l'enseignement du droit dans nos facultés de droit, d'abord, parce que est-ce qu'on enseigne le droit comme il faut? Est-ce qu'on enseigne le droit comme il faut? Est-ce qu'on forme des juristes comme ils doivent être formés, ou comme ils devraient être formés pour s'insérer dans la société telle que je l'ai décrite, dans cette société consommatrice de droit, dans cette société très exigeante, dans cette société productrice de droit et assez peu de devoirs, etc., etc. Oui, il y a sans doute à s'interroger sur la manière dont nous formons nos juristes, dont ils s'insèrent dans la vie professionnelle, mais je crois que l'équilibre qui est maintenu dans notre système français entre une formation juridique générale, voire généraliste, avec une forte culture juridique, des enseignements de culture juridique générale, notamment les enseignements d'histoire du droit ou d'histoire des institutions. Tout cela forme aussi des juristes qui non seulement deviennent au fur et à mesure de leur formation des techniciens plus spécialisés, mais qui ont la chance d'avoir une culture juridique générale qui leur permet évidemment de replacer leurs connaissances techniques dans un contexte, dans un ensemble beaucoup plus vaste, historique, théorique, parfois dogmatique également. Je cite cette remarque d'un Chief Justice canadien il y a quelques années lors d'une conférence à l'Université de Montréal qui, devant 500 ou 600, près de 1000 étudiants en dernière année de droit, canadiens bien sûr, leur avait dit « Puisque vous venez d'une des meilleures universités du pays, vous serez sans doute d'excellents juristes, mais vous ne serez jamais, comme les Français, de grands juristes. » Et donc ça, évidemment, tout de suite, ça casse un peu l'ambiance. Enfin, pas du côté des Français qui étaient présents dans la salle, évidemment, mais justement parce qu'il leur a expliqué cette différence entre un enseignement extrêmement pratique, très opérationnel, très tourné vers la solution, un problème, une solution, un problème, une solution, à un système dans lequel, eh bien, on passe, avant d'apporter la solution à un problème, on passe aussi par toute une réflexion sur la place de telles règles dans un contexte social, dans un contexte économique, dans un contexte historique. Donc, il y a sans doute des améliorations à apporter à notre système d'enseignement, qui doit parfois, sans doute, se rapprocher, notamment au fur et à mesure que les années avancent, qu'on se rapproche notamment de la 4e, de la 5e année. On doit sans doute mettre davantage de pratique encore dans nos enseignements, dans la manière dont on conçoit les enseignements, la part entre l'enseignement magistral et l'enseignement en groupe plus restreint, par exemple, c'est sans doute un des enjeux majeurs des prochaines années auxquels nous devrons nous atteler, nous qui sommes en responsabilité dans les universités et dans les facultés. Et puis, il y a la question plus générale de l'enseignement du droit dans la société. Alors, c'est sans doute aussi un peu le cheval de bataille. Le cheval de bataille de cet essai, c'est de considérer qu'en définitive, un des moyens, peut-être le moyen principal, je ne sais pas si c'est le seul, mais en tout cas un des moyens principaux, de réhabiliter la norme dans la société, c'est sans doute de le diffuser plus largement, c'est-à-dire d'enseigner le droit plus en amont. Le droit est une des seules matières aujourd'hui qui n'est pas enseignée avant l'entrée à l'université. Il y a, je vais y revenir aussi, une option aujourd'hui qui s'appelle Droit et grands enjeux du monde contemporain, qui est enseignée en terminale, qui est une option simplement, qui est enseignée en terminale dans les lycées qui peuvent l'enseigner, et donc qui est une option qui est loin de la généralisation.
C'est pas une spécialité, c'est une simple option. C'est déjà un progrès. C'est déjà un progrès, mais je crois qu'il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. On a un problème d'acculturation de la société au droit. Un problème d'acculturation de la société au droit qui fait que le citoyen, je l'ai décrit au début de mon propos, le citoyen a beaucoup de mal à se positionner par rapport à la norme. Ce qu'elle est, ce pourquoi elle est faite, quelle est sa portée, comment est-elle produite, est-ce qu'il est possible d'y déroger, dans quelle mesure est-il possible d'y déroger. Entre le citoyen qui considère que tout est droit pénal et celui qui considère qu'il n'y a plus de règles du tout, on a un grand écart à opérer. Donc il y a une question d'acculturation de la société au droit, et comme souvent, c'est pas seulement dans ce domaine-là, mais comme souvent, ce problème d'acculturation, il passe par l'éducation des plus jeunes, et donc je pense qu'il faut enseigner davantage le droit aux jeunes générations, enseigner le droit beaucoup plus tôt. Là, il ne s'agit pas de refaire l'histoire du droit de la famille dès la troisième. Je pense que ça dépasserait un peu les... Voilà. Mais en tout cas, je pense qu'il y a matière à des enseignements juridiques qui font comprendre, notamment sur les sources, notamment sur la sanction, le système juridictionnel français, par exemple. C'est simple. Les sources et le système juridictionnel, c'est déjà deux piliers importants de la connaissance de ce qu'est la norme et de la manière dont elle s'insère dans notre société. Et je crois qu'il y a matière à faire cela. L'enjeu, évidemment, c'est d'avoir des enseignants qui soient capables de l'enseigner dans l'enseignement secondaire. Alors, on a une expérience qui est en cours pour droit et grands enjeux du monde contemporain, et je le dis d'autant plus facilement que la faculté de droit de Nantes est associée à cette initiative pilote. C'est la formation des enseignants de secondaire dans le cadre du diplôme d'université droit et grands enjeux du monde contemporain, qui est porté par l'université Paris-Panthéon-Assas, mais avec des universités partenaires, dont l'université de Nantes. Et donc, on forme ici des enseignants du secondaire à l'option droit et grands enjeux du monde contemporain. De manière générale, il y a une partie des enseignements qui est à distance, et puis ensuite, il y a des enseignements présentiels, donc dans les différentes universités partenaires. Il y a Strasbourg, Nantes, Lyon, Troyes, je crois, Toulouse. Et donc, ces enseignants sont venus, alors pour l'Île-de-France, ils sont venus à Paris Assas, au mois de juin dernier, et pendant une semaine, mais ça a été le cas en région aussi, les choses ont été faites de la même manière, on leur a fait rencontrer, ils sont allés à la Cour de cassation, ils ont eu une conférence avec le barreau de Paris, ils ont rencontré les juges du tribunal de commerce, bref, des enseignants au profil très variable. J'ai été très surpris, moi je les ai accueillis, ils étaient 80 je crois, enseignants du secondaire. C'était des profils variables, beaucoup d'enseignants d'histoire géo évidemment, de SES, mais également beaucoup de profs de mathématiques par exemple, ce qui est assez intéressant. Il y avait énormément de profs de maths, ce que j'étais assez surpris, mais c'est des profs de maths qui très souvent ont pris en charge l'option de droit et grands enjeux du monde contemporain. Et ces enseignants-là, on a senti, si vous voulez, que à l'issue de leur semaine d'enseignement en présentiel, et surtout à l'issue des visites qu'ils avaient faites dans les juridictions, auprès des avocats, etc., ils avaient énormément de choses à raconter à leurs élèves ensuite sur la norme, le droit, comment il s'applique, qui l'applique, ce que c'est un juge, la Cour de cassation, ce que c'est, on est allé, on a vu exactement ce que c'était. Donc, c'est ça une forme d'acculturation, c'est à une petite échelle pour l'instant, mais je crois qu'il y a tout ce travail à effectuer, et c'est sans doute, de mon point de vue, et je terminerai par là, notre responsabilité principale, à nous, faculté de droit ou université à forte dominante juridique, comme on dit, notre responsabilité dans les facultés de droit de porter ce discours d'acculturation de la société à la norme via l'éducation et via l'enseignement. C'est par là que je voulais terminer, et je vous remercie très sincèrement de votre attention. J'espère pas avoir été trop long.